Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Contraste. Il y a 15 jours, je vous parlais de l'entreprise TSMC, acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs. Si vous l'avez toujours pas écouté, je vous encourage à le faire si vous voulez en apprendre plus sur cette très belle boîte méconnue en Occident. Et aujourd'hui, on va rester en Asie et on va s'intéresser à un sujet passionnant de par sa complexité, la zone sino-indo-pakistanaise. La première fois que je me suis réellement penché sur ce sujet, c'était lors de la lecture d'un super bouquin, qui est plutôt un atlas qui se nomme Le dessous des cartes, Asie itinéraire géopolitique. C'est aux éditions Taillandier et Arte Éditions, puisque oui, vous l'avez peut-être reconnu avec ce nom de Dessous des cartes. C'était une émission diffusée par Arte, que votre professeur d'histoire géo du lycée a dû vous mettre quelques fois en cours. L'auteur de ce bouquin, je le tiens entre les mains, c'est Jean-Christophe Victor, malheureusement décédé il y a quelques années. Sa remplaçante Émilie Aubry fait un super taf. Elle a aussi publié un atlas au même format, je crois qu'on en a publié 3 même. Je les ai toujours pas lus, mais ça doit être tout aussi intéressant que celui sur l'Asie. Donc petit conseil de lecture si les enjeux géopolitiques vous intéressent. Pour revenir à notre sujet, j'ai volontairement choisi de rajouter le sino à zone indo-pakistanaise, parce qu'on va le voir, cette zone géographique autrefois cristallisée par 2 États que sont l'Inde et le Pakistan, voit émerger un troisième acteur qui est la Chine. Ce sujet, je l'ai notamment creusé en cours avec d'autres camarades de classe, et comme on doit rendre à César ce qui est à César, je remercie Romain, Hugo, Thomas, Riam, Louison et Clara qui ont apporté avec leur travail du contenu à ce podcast. Si vous passez par là d'ailleurs, big up et oubliez pas de lâcher vos 5 étoiles. Bref, plongeons ensemble au cœur de la zone sino-indo-pakistanaise. Alors comme évoqué au début de ce podcast, le sujet traité aujourd'hui porte sur une zone de tension et même de conflit armé dans certains cas. Cette zone géographique qui nous intéresse aujourd'hui se situe au carrefour des États indiens, pakistanais et chinois, et il y a une zone qui reflète particulièrement les tensions géopolitiques vives entre ces grands pays d'Asie, et cette zone c'est le Cachemire. Alors, à part être un type de laine très douce et très cher, le Cachemire c'est une région montagneuse au croisement de l'Himalaya, du Pamir et de l'Hindou-Kush. Pour vous situer sur une carte, c'est environ 220 000 m², la taille de la Grande-Bretagne, à cheval sur le nord de l'Inde, le nord-est pakistanais et l'ouest chinois. Vous allez me dire, mais Antoine, c'est la région de quel pays du coup ? Tu nous parles de région, de zone du Cachemire, d'Inde, Chine, Pakistan, on s'y perd un peu. C'est normal qu'on s'y perde, c'est un peu le bazar, parce que c'est tout à la fois. Et cette confusion, on l'hérite de 1947 et des Anglais. De 1858 à 1947, l'Empire britannique prend possession d'un grand territoire asiatique s'étendant de l'actuel Pakistan à l'ouest au Bangladesh à l'est, et c'est ce qu'on appelle l'Empire des Indes. À cette époque déjà, le Cachemire possède une certaine particularité, c'est que c'est un état princier. Or, en 1947, lors du retrait des Britanniques de ces territoires colonisés, les états de l'Empire devaient être partagés entre l'Inde et le Pakistan, de manière plutôt arbitraire, à l'exception des états princiers bénéficiant d'une certaine autonomie. Ils avaient la particularité, ces états princiers comme le Cachemire, de pouvoir décider de rejoindre tel ou tel pays. Mais à ce moment, le prince, ou plutôt le Maharaja, en place c'était un hindou nommé Hari Singh, et il règne sur une population à majorité musulmane. Le rapprochement du Maharaja vers l'Inde ne plaît pas au Pakistan, qui est un pays musulman, qui, comme son voisin, souhaite la primauté sur la région. S'ensuit une escalade de tensions et bim, premier conflit armé entre les 2 États. En 1947 du coup. En 1949, l'ONU finit par intervenir histoire de temporiser le conflit et établit une ligne de contrôle, je fais des gros guillemets avec mes doigts là, qui traverse la région du Cachemire. Le Cachemire est alors fragmenté, l'Est sous contrôle indien avec la création de la région du Jammu et Cachemire qui bénéficie d'une certaine autonomie également, l'Ouest est sous contrôle pakistanais, et un petit bout du Nord-Est est donné aux Chinois, et on va revenir sur le cas chinois un petit peu plus tard. Cette situation, décidée par les instances internationales, ne devait être que temporaire, mais aujourd'hui encore, la situation reste bloquée. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi rien n'a changé ? C'est parce que le référendum qui devait déterminer le sort du Cachemire n'a jamais été organisé. Les Cachemiris n'ont pu décider de leur avenir car l'Inde, comme le Pakistan d'ailleurs, craignait que le vote résulte sur une indépendance totale du Cachemire, ce qui était impensable pour ces 2 États qui se battent à mort littéralement pour en prendre le contrôle. Et de ce fait, des groupes séparatistes vont également émerger et se former, et se battre contre le pouvoir de l'Inde et ou du Pakistan. Ils changent d'alliés un peu comme de chemise en fonction de leurs intérêts, les cocos. Et puis, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, on est toujours au même stade avec le Cachemire, avec cette ligne qui était censée être temporaire, et là aussi je mets de très gros guillemets. Ce conflit de 1947-1949, que très rarement évoqué en France et en Occident de manière plus générale, ce sera malheureusement pas le seul, parce qu'en 65, 71 et 99,
3 autres conflits opposeront militairement Pakistanais et Indiens, et à chaque fois la région du Cachemire est au cœur de ces guerres fratricides. A noter qu'en 71, la guerre a débouché sur l'indépendance du Bangladesh, qui est auparavant le Pakistan oriental, province du Pakistan tout court. C'est assez marrant d'ailleurs qu'un même pays soit coupé en deux, en l'occurrence avec l'Inde au milieu. Enfin bref, encore une fois, les découpages territoriaux et les frontières post-colonialisme, c'est jamais une grande réussite. Quoi qu'il en soit, aucun traité de paix n'a été signé entre les deux belligérants, car au fil des ans, malgré les alternances politiques, aucun des deux gouvernements ne veut rester dans l'histoire nationale comme celui étant responsable de la renonciation au Cachemire. Les conséquences sur les politiques intérieures de nos deux rivaux sont réelles, car en 99, après que le conflit n'éclate une 4e fois, le Pakistan se retrouvant isolé et forcé d'arrêter les frais et de se retirer. Cet événement sera notamment fatal pour le président pakistanais de l'époque, qui est Mohammad Nawaz Sharif, tenu responsable de la défaite. Il sera ensuite renversé via un coup d'état militaire plaçant à la tête du pays le général Pervez Musharraf. Mais en fait, c'est pas qu'un conflit politique qui joue, c'est également un conflit civilisationnel, je dirais même ethnique et religieux, car Dieu pointe le bout de son nez dans ce conflit. Comme dit précédemment, au fondement de la guerre indo-pakistanaise au Cachemire se trouve la question religieuse, avec une communauté musulmane nombreuse, plus proche culturellement et cultuellement du Pakistan, et une partie de la population hindoue plus proche de l'Inde pour les mêmes raisons. J'oublie de préciser d'ailleurs que la communauté musulmane est elle-même divisée entre sunnites et chiites, qui se côtoient dans ce petit bout de territoire, de quoi complexifier encore plus les divergences au sein du Cachemire. Depuis 1947, l'un des arguments principaux évoqués par la République islamique du Pakistan pour rattacher le Cachemire à son territoire réside sur le simple fait que la population de cette région est à majorité musulmane. Cette idée est ancrée dans la population pakistanaise que si un référendum il devait y avoir, les Cachemiris se prononceraient en faveur d'un rattachement au Pakistan. Alors cette description du réel est plus que contestable et simpliste, et n'est rien de plus qu'une interprétation favorable à la position et au discours d'Islamabad, la capitale pakistanaise. Les Cachemiris étant les premières victimes d'un conflit armé. Cette question religieuse est d'autant plus surprenante qu'historiquement, la région du Cachemire était une société des plus laïques qui soit. Durant des siècles, musulmans et hindous ont vécu en paix. Et l'arrivée du fondamentalisme islamique a tout changé, la coexistence n'est plus de mise, et les hindous sont chassés de la région et même tués. Les exactions et les actes terroristes, vous vous doutez bien, ont non seulement entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes, mais également des exodes massifs vers l'Inde. Rien qu'entre 89 et 90, on estime qu'environ 600 000 hindous ont fui la vallée du Cachemire. Alors après avoir dit ça, vous allez peut-être me dire que je décris le Pakistan comme le grand méchant de cette histoire et que l'Inde est finalement presque victime de la situation. Alors je vous arrête tout de suite, New Delhi n'est pas en reste. L'Inde a envoyé un grand nombre de militaires au Cachemire pour maintenir l'ordre, tout du moins essayer de le maintenir. C'est-à-dire que toute représentation indienne est mal vue et combattue par des groupes terroristes islamistes, souvent appuyés par le Pakistan d'ailleurs. Ces groupes auparavant pakistanais ont muté en groupes locaux, cachemiris, et font le djihad contre l'Inde et ses forces militaires en présence. En réponse, de nombreuses exactions et atrocités ont été commises par l'armée indienne envers les Cachemiris et notamment des populations civiles, renforçant un peu plus le discours du Pakistan d'une oppression indienne sur la population musulmane. Plus récemment, en 2014, l'Inde a élu un nouveau Premier ministre, qui est toujours en place d'ailleurs. C'est un ultranationaliste hindou, c'est Narendra Modi. La population du Cachemire dénonce régulièrement sa brutalité sur la région, surtout depuis 2019, où un attentat visant des militaires indiens et revendiqué par un groupe de djihadistes a refait basculer la région en conflit à ciel ouvert. La réponse indienne fut rapide, mais surtout extrêmement violente. Modi, accusant le Pakistan d'être à l'origine de cet attentat, envoie des avions bombarder des cibles sur le territoire pakistanais. Et si c'était pas tout, histoire d'asseoir un peu plus sa domination dans ce jeu de rapport de force, Modi fait un gros coup politique. Vous vous souvenez de la région du Jammu et Cachemire, cette région autonome côté indien depuis 1949 suite à l'intervention de l'ONU ? Eh bien, le Premier ministre révoque tout simplement cette autonomie dans le but de rapprocher toujours plus le Cachemire de l'Inde et permettre à davantage d'hindous de s'y installer. C'est un réel bouleversement, parce que la région du Jammu et Cachemire ne pourra plus mettre en place ses propres lois, et des citoyens indiens non cachemiris pourront accéder à la propriété plus facilement qu'auparavant. Voilà, vous en savez déjà un peu plus sur le conflit au Cachemire qui oppose ces deux puissances régionales que sont l'Inde et le Pakistan, mais on a un troisième acteur dont on n'a pas encore parlé, c'est le géant chinois.
Alors la Chine, vous le savez, c'est un très grand pays. On connaît surtout la côte est chinoise car l'immense majorité des grandes mégapoles se trouvent là-bas. La population se concentre également sur cette bande est. Mais la Chine intérieure, moins connue mais pas moins stratégique, joue un rôle crucial dans cette zone du monde où la tension est palpable, la zone sino-indo-pakistanaise. Comme évoqué précédemment, la Chine contrôle une petite partie du Cachemire elle aussi, sur la partie nord-est de la zone. Ce contrôle, il ne date pas d'hier mais de 1962. Cette année, la Chine communiste de Mao Zedong se projette militairement en agresseur contre l'Inde sur les hauteurs himalayennes. Les Indiens sont peu préparés, les Chinois n'en font qu'une bouchée et rentrent sans trop de difficultés sur des territoires indiens de la région de l'Aksai-Chin. L'agression commence en octobre et un cessez-le-feu est signé en novembre. Ils ont été hyper efficaces les rouges. Pour l'Inde, c'est une humiliation totale. Non seulement la défaite est très rapide, mais en plus, ils se font amputer d'une partie de leur territoire. Donc depuis cet événement, forcément, qui relève plus du manque de respect qu'autre chose, les Indiens n'aiment pas trop leurs voisins chinois. L'intérêt pour Pékin est de contrôler ce territoire qui surplombe deux autres territoires stratégiques pour la Chine. Le premier, c'est le Xinjiang, où se trouvent non seulement les populations ouïghours, mais également le point de départ des nouvelles routes de la soie. Route de la soie ou Belt and Road Initiative à laquelle s'oppose l'Inde. En effet, la partie sous contrôle pakistanais du Cachemire a une frontière avec la partie chinoise qui sert de point de départ du corridor économique Chine-Pakistan. L'Inde, revendiquant l'entièreté du Cachemire, considère donc qu'il n'y a pas de frontière sino-pakistanaise et que ce corridor traverse son territoire illégalement occupé. Le Pakistan, lui, ne conteste pas vraiment cette annexion parce que, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Le second territoire surplombé, c'est le Tibet, annexé en 1950. Qui nous amène vers une transition toute trouvée, la problématique de l'eau dans la région sino-indo-pakistanaise. Il se trouve que la majeure partie des grands fleuves d'Asie prennent source au Tibet, et si c'est pas le cas comme pour le Gange, ces grands affluents proviennent des montagnes tibétaines. Cette région d'Asie du Sud-Est n'est pas aride, l'eau y est même très abondante, cependant, la saisonnalité avec les moussons et la géographie de certains territoires rend la répartition de l'eau inégale dans le temps et dans l'espace. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que la démographie chinoise, pakistanaise et indienne est déjà très conséquente et qu'elle ne cesse de grossir. Cela implique des besoins en eau et en énergie toujours plus grands. Pour explorer ce sujet, on va s'intéresser particulièrement à deux grands fleuves qui ont pour avantage de traverser nos trois protagonistes, la Chine, l'Inde et le Pakistan. Ce sont le Brahmapoutre et l'Indus. L'idée est de comprendre ce que ces pays font pour asseoir leur hydro-hégémonie sur cette région et puis pourquoi. Et enfin, quelles en sont les conséquences sur les plans stratégiques, géopolitiques et économiques. Ce concept d'hydro-hégémonie a été théorisé par le géographe Mark Zetoun et le politologue Göran Werner. Je tiens à dire que beaucoup des infos récoltées sur la question de l'eau vient de la revue Hérodote, le numéro sur la géopolitique des ressources naturelles, qui a des très bonnes sources, très bons sujets vraiment fouillés, franchement je recommande. Je disais, l'hydro-hégémonie, c'est, là je vais citer la revue, la capacité pour un État d'exercer sa domination à l'échelle d'un bassin versant à travers la mise en place de stratégies de contrôle de la ressource en eau. Alors on mesure cette hégémonie à l'aide de trois indicateurs, eux-mêmes développés par les auteurs. Premièrement, on a ce qu'on appelle la position riparienne, c'est-à-dire où est-ce que se situe le pays par rapport au fleuve, est-ce que c'est en amont, est-ce que c'est en aval. Ensuite, on a le potentiel d'exploitation avec les infrastructures et les capacités techniques du pays, comme les barrages hydrauliques par exemple. Et enfin, on a trois pouvoirs que peuvent posséder ces pays, que sont premièrement le matériel, ensuite le pouvoir de négociation, et enfin le pouvoir structurel du pays lié à sa souveraineté liée à l'eau. Les pays vont jouer sur ces trois curseurs pour asseoir au mieux leur hydro-hégémonie sur la région, puisque l'eau est non seulement vitale, mais également nécessaire à l'irrigation, à la pêche, au secteur énergétique, et peut-être un moyen de pression géopolitique sur ses voisins. Concentrons-nous d'abord sur le fleuve Brahmapoutre. Prenant source au Tibet, il traverse d'abord la Chine, puis l'Inde et finit sa course au Bangladesh. Les tensions sont vives entre l'Inde et la Chine, on l'a vu. Cette dernière ne communique absolument pas sur sa politique hydrique sur le fleuve Brahmapoutre, et prend des décisions unilatérales pouvant être dommageables pour l'Inde. Et dommageable, c'est peu dire parce qu'en 2000, la Chine, ne prévenant personne, a relâché de l'eau d'un de ses barrages, conduisant à de nombreuses inondations en Inde. L'absence de traité de partage de ces eaux entre riverains n'aide pas non plus à la bonne entente dans la région, même si les Chinois aident les Bangladais dans leur gestion des eaux du fleuve.
Alors cette coopération, elle n'est pas sans intérêt pour Pékin, elle s'inscrit dans un contexte économique particulier. La Chine est le premier partenaire commercial du Bangladesh, mais ces derniers jouent surtout un rôle important dans la Belt and Road Initiative, les nouvelles routes de la soie. La stratégie chinoise en matière d'eau est également liée à sa politique intérieure. À cause d'une forte démographie et d'un déséquilibre hydrique chronique, il est nécessaire pour les politiques chinois d'approvisionner les grands centres urbains du nord et de l'est du pays en eau et en électricité. Le contrôle de l'amont des grands fleuves est ainsi un levier très important pour la sécurisation de ces approvisionnements. Dans le plan quinquennal de 2016 à 2020 de Xi Jinping, l'eau était d'ailleurs une priorité avec l'élaboration d'un projet d'un grand barrage sur un affluent du Brahmapoutre, inquiétant l'Inde et le Bangladesh, plus en aval, sur les répercussions que cela pourrait engendrer. On peut le voir, la Chine, située en extrême amont du fleuve, possède donc un avantage sur son rival indien. Cependant, cette domination est à relativiser, tout comme sa situation prétendument hydro-hégémonique. Le potentiel hydraulique du Brahmapoutre est tel que malgré les infrastructures hydrauliques chinoises, le cours de l'eau du Brahmapoutre reste relativement peu exploité. De plus, côté indien, la capacité de recharge du cours d'eau est très importante. Finalement, la dépendance de l'Inde face au Brahmapoutre reste limitée. A contrario, un pays comme le Pakistan est très dépendant de l'autre fleuve qui nous intéresse, l'Indus. Ce fleuve prend lui aussi source au Tibet, traverse le Cachemire indien comme on se retrouve, pour poursuivre sa course dans le Punjab pakistanais. Comme dit à l'instant, le Pakistan est très dépendant de ce fleuve, à 76% pour être précis. Il existe une coopération datant de 1960 entre l'Inde et le Pakistan permettant un meilleur partage de la ressource. Une coopération plutôt fragile d'ailleurs, car elle s'inscrit, j'ai envie de dire une fois de plus, dans le conflit du Cachemire, car la région abrite le glacier de Siachen alimentant lui-même l'Indus. Les tensions sont toujours d'actualité. En 2007, l'Inde commença un projet de grand barrage sur le fleuve sans l'accord du Pakistan. La Cour pénale internationale y a mis son nez et finalement le projet a été autorisé en 2013. La Chine n'est pas en reste, elle a aussi un projet de nouveaux aménagements hydrauliques menaçant directement la capacité d'irrigation des terres agricoles et des centres urbains en aval. Donc on l'a bien vu, ces rivalités entre États, qu'elles soient stratégiques, idéologiques, géopolitiques ou économiques, mettent en émoi toute une région. Au carrefour de ces tensions, le Cachemire, gros bouc émissaire qui malheureusement ne risque pas de voir sitôt une issue pacifique et un apaisement des tensions. Puis on a l'eau aussi, enjeu majeur actuel mais surtout à venir avec le dérèglement climatique, qui vient encore plus complexifier une situation source de conflit. L'eau peut être un outil de pression déployé en dépit de toute morale. Point majeur non évoqué, le nucléaire militaire. Nos trois protagonistes sont détenteurs de têtes nucléaires sur leurs missiles, et une énième escalade au Cachemire ou une mauvaise interprétation pourrait plonger la région, de surcroît le monde, vers un conflit à la portée démesurée. Voilà, c'est sur cette petite conclusion que se termine ce podcast, cet épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette région super intéressante de par sa complexité. Je vous recommande forcément les bouquins cités en podcast. Les références seront en description, je rajouterai également d'autres sources que j'ai pu consulter. Moi je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain sujet, salut.